Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. On est toujours en grosse période de transfert, free agency, cette période très chaude qui suit toujours la draft. Et pendant le week-end, il y a eu encore un gros mouvement avec, comme vous le savez, le trade de Rudy Gobert pour les Minnesota Timberwolves. Donc on va partir là-dessus. Je suis rejoint par Antoine Pimel, Shai Mamou, un trade qui a beaucoup fait parler depuis qu'il a été annoncé avec, on le rappelle, énormément d'assets qui ont été envoyés du côté de Minnesota vers le Jazz. Première chose, est-ce que vous étiez surpris déjà de voir Rudy bouger et surtout, est-ce que vous avez été étonné par le prix finalement que Rudy Gobert aura coûté aux Wolves, quoi qu'il arrive? Allez, Shai, on va commencer avec toi. Alors, je vais dire oui et oui. En fait, enfin non, la première question, c'était est-ce que j'ai été surpris? Non, j'ai pas été surpris parce que Danny Ainge est au Utah Jazz et qu'on savait que c'était vraiment le moment pour que le lifting ait lieu entre les résultats sportifs décevants et le fait que l'alchimie entre Gobert, Mitchell était bof. On savait que ça passait par un trade de Rudy et de Van Mitchell ou des deux et Rudy a une valeur importante. Donc, je pensais que ça allait arriver dans tous les cas. Après, le prix, je ne pensais pas que ce serait aussi élevé. Je pense personne ne s'attendait à ce que ce soit aussi élevé, je pense. Et ce n'est pas du tout de manquer de respect à Rudy. Je pense qu'on fait partie des gens qui l'estimons peut-être le plus, dont on considère que sa valeur est bien supérieure au respect qui lui est accordé en NBA en général, hein, que ce soit par les joueurs, les fans, les autres franchises. Mais c'est quand même énorme. Enfin, le prix, c'est hypothéquer une partie de son avenir, donner un nombre de pics aussi élevé que des joueurs. Et ça régule quelque part le marché aussi. Et ça fait que tout ce qui va se passer et ce qui se passe maintenant est lié plus ou moins à ce qui s'est passé sur le trade de Rudy. Donc, pas surpris par le départ de Rudy, pas surpris non plus par la destination, je dirais, parce qu'on savait que Minnesota cherchait à faire un coup qui marque un peu les esprits, mais surpris par le coup, oui. Ouais, moi, pareil que ça, je suis pas surpris que Rudy Gobert soit transféré. Je pense un peu, voilà, on l'avait tous un peu vu venir, ça, à la limite. Ça fait un moment que ça circule depuis, je pense, l'élimination du Jazz. La destination, moi, pour le coup, m'a surpris, j'avoue. Moi, contrairement à toi, j'avais pas capté que Minnesota voulait à ce point que Karl Anthony Towns joue au poste 4. C'est intéressant parce qu'après coup, il y a eu une explication un peu en mode on sait qu'on battra pas les Warriors en faisant du small ball, donc on va essayer autrement. Spoiler, ça ne va pas marcher, mais ça a le mérite de. Enfin, que ça va pas marcher, c'est peut-être pas les Warriors, mais bon, je pense pas que ce tall ball-là fonctionne, enfin, que leur équipe soit déjà taillée pour le titre. Et on en parlera peut-être après, mais du coup, elle a un peu surpris que ce soit Minnesota qui est dégainé. Pour le prix, je trouve qu'ils ont effectivement lâché beaucoup. Le nombre de tours de draft, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de tours de draft. Et, enfin, en fait, c'est un joueur contre quatre joueurs ou cinq joueurs et quatre picks. C'est vrai que ça. Et en plus, non protégé. Je pense que c'est ça qui m'étonne le plus. Ça, on peut Nombre, peut-être rappeler. c'est pas le nombre de picks, c'est l'absence de protection. Ouais, on peut peut-être rappeler du coup la nature du trade. Du coup, peut-être il y a des gens qui n'ont pas. Mais en gros, pour Rudy, c'est Malik Beasley, Patrick Beverly, Walker Kessler, qui est donc le rookie qu'ils ont drafté cette année au premier tour, Jared Vanderbilt, qui a été pas mal, franchement, Ouais, l'année dernière. intéressant. Utah fait un bon coup en le récupérant. Bolmaro, mais bon, qui n'allait pas jouer dans tous les cas. Et donc, quatre premiers tours de draft, 2023, 2025, 2027 non protégé, 2029 protégé top 5, et possibilité d'échanger le pic en 2026. Non Voilà, protégé celui-là aussi. Non, non ouais, protégé. c'est pas mal. Ouais, sur les années. Après, bon, pour les Wolves, on va pas se mentir, leur idée, c'est de se dire que leurs deux stars sont jeunes, que les deux stars vont rester et que du coup, ils ne seront pas mauvais même en 2029, dans 7 ans. L'idée, c'est de se dire, OK, on aura encore Anthony Edwards. C'est un pari. Voilà. C'est le pari de prendre que Towns ne partira pas, que Edwards ne partira pas et que cette équipe va bien fonctionner. Euh, c'est risqué, je trouve ça risqué aussi. Après, voilà. Après ce qui m'a étonné, quelque part, c'est même aussi le timing, moi, perso. Dans un marché où on sait que si tu as des assets, tu peux peut-être aller chercher Kevin Durant. Ouais, je suis étonné qu'il dégaine pour Rudy Gobert comme ça, à ce point, aussi vite. Rudy Gobert, il était sans doute encore disponible dans 2 semaines, hein. Je pense que Toronto est tellement placé sur KD que de toute façon, c'est qui était l'autre éventuel
poursuivant pour Rudy Gobert, je pense qu'il y avait encore le temps. Donc, bon, ça m'a étonné, mais au moins, voilà, ils ont joué carte sur table, ils ont lâché leur banc et leur pic pour Rudy Gobert, mais bon, ils ont une équipe qui va être intéressante en tout cas. Alors, ça va être super intéressant à suivre parce que, alors parfois, c'est assez intéressant de voir la manière dont le trade a été accueilli par les journalistes américains, par exemple, parce que la plupart ont été effectivement choqués par le nombre de tours de draft non protégés qu'il y a dans le deal, comme vous l'avez souligné tous les deux. Mais par contre, c'est vrai que comme ça vient de la part de Tim Connelly, donc l'ancien GM de Denver, qui est hautement respecté à travers la ligue, personne n'a pu vraiment. Personne ne remet en cause le fait qu'il y ait un plan derrière et une idée et une vraie idée. Alors, Paris, oui, complètement d'accord avec toi, Antoine, c'est exactement ça. Je pense que les Wolves avaient ciblé Rudy Gobert, voulaient Rudy Gobert. Tu disais parce que ils voulaient faire jouer Karl Anthony Towns en 4. En fait, c'est surtout parce que je pense qu'ils sont arrivés à la conclusion que ça serait jamais un rim protecteur, un protecteur de cercle qui leur permettrait de jouer small ball. C'est pas tant un choix là-dedans, c'est plutôt un aspect purement pragmatique de se dire bon bah ça marchera pas comme ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour renverser, faire tourner les choses et faire en sorte que ça joue en notre faveur. C'est le moyen c'est le déplacer carrément en poste 4, se dire bon c'est un autre joueur qui va venir et qui va faire de la protection de cercle et qui va jouer ce rôle de dissuadeur en défense. La grosse, finalement, la carte maîtresse qu'avait Utah, c'était de pouvoir dire à Minnesota non, si le prix est pas bon, non, on garde Rudy. Rudy, il est en contrat pour de nombreuses années. On a battu une équipe autour de lui. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres équipes qui voulaient Rudy et qui étaient dans la course, qui ont fait monter l'addition pour Minnesota, mais Utah avait toujours cette carte en poche de dire non, sinon on le gardera. Ce qui est intéressant avec Rudy, c'est qu'effectivement, il va apporter de la défense tout de suite aux Wolves. Ils vont tout de suite être bons, je pense, défensivement, ou du moins respectables. Bon, il va renforcer cette équipe. Le pari, c'est ça, c'est que ils avaient l'occasion de faire venir une star en plus ou un joueur établi, un All-Star pour épauler Edwards et Karl Anthony Towns. Ils ont choisi Rudy, qui est quand même plus âgé que les deux. Il a presque 10 ans de plus qu'Edwards. Donc, c'est là-dessus que c'est un petit peu étonnant de mon point de vue aussi. De ce que j'ai cru comprendre en allant écouter un petit peu les insiders du côté de Minnesota, c'est qu'il y avait aussi un aspect vraiment culture de franchise, que s'ils ont choisi Rudy, c'était aussi pour montrer qu'à Edwards, peut-être même plus qu'à Towns, qu'ils étaient déterminés à faire progresser l'équipe, à mettre en place une culture de la gagne et à faire venir un joueur en la personne de Rudy qui a montré qu'il savait gagner, alors pas le titre peut-être, mais qu'il savait être joueur majeur d'une équipe qui va loin en play-off. Et aussi, et c'est de moins en moins futile dans la NBA actuelle, un mec qui ne va pas poser de problème, qui ne va pas demander un trade au bout d'un an et demi, qui va être, je pense, qui s'est dit ravi de rejoindre ce projet, en tout cas, qui je pense, a le type de personnalité pour s'inscrire dans un projet dans la durée et donner un peu de stabilité à cette équipe qui en manque cruellement depuis longtemps. Et là-dessus, je pense que là-dessus, c'est bien parti. Après, on va en discuter après du fit et puis du prix quand même sur le long terme. Mais je pense que le pari, c'était celui-ci du côté des Wolves. Il suffit de voir comment les gens ont réagi au sein de la franchise au départ de Rudy. Ce que tu dis sur l'aspect très professionnel, qui ne va pas faire de scandale, ça va même au-delà de ça. Les messages hyper émouvants qui sont sortis après dans la foulée sur la personne qu'il était au sein de la franchise et le joueur en lui-même. Et moi, il y a un autre aspect qui, à mon avis, est important et qu'il faut prendre en compte avec Minnesota. C'est donc que la franchise a été rachetée par Marc Lore et Alex Rodriguez. On a parlé de déménagement peut-être à un moment, de quitter le Minnesota et tout ça. Ça reste donc des propriétaires qui avaient besoin de marquer le coup et besoin de montrer tout de suite qu'ils allaient faire quelque chose et qui voulaient impressionner, entre guillemets. Et on parle quand même, il ne faut pas oublier de quelle franchise on parle en fait. C'est-à-dire qu'on parle d'une franchise qui a 33 ans d'existence, qui a passé une seule fois dans son histoire un premier tour de play-off en fait. Et donc, je pense qu'ils ne sont pas là pour se dire bon, on va construire tranquillement pendant 10 ans, vivoter ici et là, tanker. Là, c'est un projet qui est censé être ambitieux avec un possible déménagement dans un marché. Parce qu'il y a ça aussi, c'est un marché très, très peu attractif sur le territoire américain. C'est pas le plus moche point, hein, c'est juste que c'est pas. Au niveau business, il n'y a pas grand-chose qui s'y passe. Donc là, il y a une pression à court terme de rendre le projet compétitif. Et donc là, je pense qu'ils ont identifié, Conley a identifié le joueur qui, selon lui, leur permettrait d'être sportivement le plus compétitif tout de suite. Et il s'avère que c'est Rudy, qui est un joueur c'est assez marrant aussi, parce que c'est un joueur qu'il a drafté à l'époque
avec Denver et qu'il a tout de suite retransféré à Utah. Donc, il y a une sorte de boucle qui est intéressante. Donc, je suis d'accord. Moi, le pari, je le trouve assez intéressant parce que même s'il y a de l'écart entre Edwards et Rudy, euh, on peut parier. Il y a un pari sur la maturité d'Edwards aussi. Est-ce qu'il va être tout de suite très fort? Alors, on voit qu'il est quand même pas trop en retard, hein, et c'est pas mal ce qu'il fait. Il a au niveau de jeu, charisme, tout ce que vous voulez, il est quand même pas en retard. Et c'est un pari sur le fait qu'il va être très fort rapidement et que donc leurs timelines vont bien s'emboîter. Après, il y a aussi le pari 4, et ça, on en a discuté dans des podcasts cette année. Je pense qu'on était tous les trois pas très convaincus sur ce qu'allait donner 4 à l'avenir. On l'a tous vu très très beau pendant des années avec un énorme potentiel. Et là, en tant que leader, on l'a trouvé tantôt décevant, tantôt agaçant. C'était un peu compliqué. C'est aussi un pari sur le fait qu'il va pouvoir s'adapter à un nouveau rôle, accepter un autre joueur majeur de la ligue. C'est un pari intéressant. Moi, j'aime bien l'idée déjà que en fait, Rudy soit plus âgé que les autres. Je sais que, en fait, je pense que c'est important de mettre des jeunes dans la même génération quand tu es au début de ton projet, Ouais. quand vraiment tu te dis, OK, c'est potentiellement mon futur noyau dur. Mais une fois qu'ils ont commencé vraiment à mûrir, qu'ils sont a priori prêts pour passer ce cap, notamment Edward et Ton ont finalement quand même envoyé les Timberwolves en playoff cette année. Je pense qu'à partir de là, c'est bien d'avoir des vétérans autour. Je pense que l'exemple des Celtics, c'est un bon exemple. Au final, Jalen Brown et Jason Tatum, heureusement qu'ils ont Al Horford, un Marcus Smart qui est un peu plus âgé qu'eux, même si c'est pas beaucoup plus. C'est important d'avoir des joueurs comme ça. Je pense que Gobert, c'est typiquement un peu comme vous avez dit tous les deux, le genre de gars qui va venir, qui va faire le taf, qui va montrer la voie à suivre, qui va être intéressant dans le vestiaire, intéressant sur le terrain, intéressant dans son professionnalisme, dans sa manière de bosser. Tout ça, je pense que ça va être bénéfique pour les Timberwolves. Du coup, j'aime bien le fait, voilà, j'aime bien le fait qu'il y ait un vétéran comme ça. Beverley leur avait fait beaucoup de points bien dans un autre style. Voilà, il leur faut maintenant. C'est bon, les jeunes, de toute façon, maintenant, ils ont sacrifié les pics. La base est là. Edwards, a priori, est amené à devenir un jour la première option. Karl Anthony Towns, du coup, qui est quand même un très grand talent. Si lui, c'est ta deuxième option ou ta première option bis, c'est quand même intéressant. Je pense que Gobert, à terme, peut même devenir une forme de leader de vestiaire. Peut-être pas le leader de vestiaire, mais parmi les voix respectées. J'arrive vraiment à faire un parallèle avec Horford aux Celtics, même si ce n'est pas le même type de joueur. Et il y avait un autre truc. Souvent au Jazz, on a beaucoup. Enfin, souvent, l'apport offensif de Gobert, qui d'ailleurs a souvent été mal compris, son apport offensif, notamment dans sa manière de poser des écrans. Mais souvent, l'apport offensif de Gobert a été pointé du doigt. Et je pense qu'au Timberwolves, quand tu as vraiment deux gros stars, en tout cas deux gros attaquants comme Edwards et Karl Anthony Towns, en fait, ça va moins. Derrière, l'apport offensif de Gobert, il devient. Tu vois, il met 12 points. En fait, c'est déjà top, tu vois. Alors que s'il met 12 points au Jazz, tu as l'impression que c'est 6 de moins que ce qu'il devrait, tu vois. À Minnesota, voilà, j'ai l'impression que ça va être moins regardé. On va pouvoir peut-être plus se concentrer sur ce qu'il apporte. Alors, c'est vraiment super intéressant tout ce que vous soulignez. Pour reprendre ce que tu disais, Shai, effectivement, il faut se rappeler ce que c'est les Wolves, parce qu'en fait, pour n'importe quelle autre franchise qui ferait ce move-là, tu dis, bon, bah, ça vaut le coup si tu penses que tu peux gagner le titre. Si tu penses que ton équipe est suffisamment forte pour aller gagner le titre, ça vaut le coup. Comme les Lakers, quand ils ont tradé pour faire venir Anthony Davis, ils ont sacrifié tout leur avenir en disant, bon, bah, on a Eddie et LeBron, on peut aller au bout, et ça a été le cas. Dans le cas des Wolves, c'est pas ça, en fait. Finalement, c'est faire venir, sacrifier son avenir peut-être en termes de draft pick, mais pour faire venir un joueur en disant, bon, bah, au moins là, on a une équipe qui peut 2-3 ans de suite jouer le second tour systématiquement, être dans le top 5 en gros des équipes de l'Ouest. Et ça, déjà, pour une équipe comme les Wolves, c'est suffisamment fou, je pense, pour que ça puisse valoir le coup. Du moins, j'imagine que c'était le job qu'on avait donné à Connelly quand il est venu. On lui a dit, j'imagine que les propriétaires lui ont donné ça comme objectif. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, ça me semble intéressant l'avenue de Rudy. Défensivement, c'est ce qu'il va faire. Il va masquer une grande partie des faiblesses de l'équipe, renforcer à lui tout seul quasiment la défense des Wolves, en faire une équipe compétitive de ce point de vue-là. En ce qui concerne son apport offensif, ça va être vraiment intéressant parce que je pense que malgré tout, la vraie question, à laquelle on n'a pas encore de réponse, je pense, c'est quel peut être son vrai apport offensif si on lui donne un peu plus la balle ou si on lui donne la balle dans d'autres conditions qu'au Jazz. Et si jamais les Wolves veulent avoir une chance d'aller plus loin en playoff que simplement passer un tour,
c'est là que ça se jouera. Parce que si tu te retrouves dans une situation où tu ne peux pas faire jouer Rudy parce qu'il ne t'apporte pas suffisamment en attaque pour faire payer l'équipe adverse en playoff et que tu le sors du terrain, là, par contre, la défense des Wolves va plonger et il y a pas de, je vois pas comment à l'heure actuelle en fait les Wolves pourront équilibrer ça d'un point de vue défensif en attendant de voir si Anthony Edwards qui a tous les atouts pour être un très bon joueur ou au moins un joueur respectable défensivement, voir si il fait comment dire, il saute le pas aussi de ce côté-là du terrain et qui prend voilà que sa progression offensive, il y a un écho qui se fait aussi en défense, voir si au contact de Rudy et Karl Anthony Towns est capable de faire un peu mieux que ce qu'il fait, ce qui est quand même je trouve toujours vraiment gênant, vu son talent offensif, qu'il en soit aussi loin du côté défensif. Donc, ça va être vraiment tout le challenge du côté de Rudy. On sait que Rudy, il sait tout ce qui se dit sur lui depuis des années à ce niveau-là. On sait aussi que c'est un compétiteur et que c'est un joueur qui a toujours eu le sentiment de ne pas être apprécié à sa juste valeur. Et je pense que durant tout son parcours, ça a été même depuis les espoirs à Cholet, en gros, c'est quelque chose qui lui a permis de progresser et finalement, à chaque fois qu'on lui a placé un plafond, il a réussi à passer au-dessus et à monter. Et maintenant, voilà, c'est certainement un des meilleurs défenseurs de tous les temps en NBA, peut-être potentiellement Hall of Famer en fonction de ce que dira la fin de sa carrière. Donc là, il y a un vrai challenge pour lui quand même. Je pense que du côté des Wolves, ne serait-ce que pour valider encore plus ce deal, il va falloir trouver des manières de l'impliquer plus que ce qui était le cas à Utah. Et là, on n'a pas tant que ça d'éléments de réponse. On sait ce dont il est capable quand on l'a vu en équipe de France. On sait qu'il est capable de faire des choses quand même un peu plus diversifiées que ce qu'il pouvait montrer à Utah. On sait aussi que ça prend un peu du temps de trouver du rythme ou des automatismes en attaque quand tu n'as pas été utilisé à ce point-là depuis des années. Mais là, ça va être je pense que la marge, en fait, pour faire vraiment taire alors, c'est pas les haters, mais les critiques les plus acerbes autour de ce trade, elle sera là. Et ça, je pense qu'on n'aura pas de réponse avant les playoffs de l'an prochain, en gros. Mais je pense pas qu'il sera beaucoup utilisé en attaque, hein. Moi, je pense pas qu'il aura des ballons dessous, par exemple. Est-ce Je qu'ils ont pense les qu'il... joueurs, est-ce qu'ils ont les joueurs déjà pour des meneurs pour l'alimenter? Ouais, Après, je voilà. pense on aura peut-être pas les situations quasi grotesques où il attend les bras levés avec où il a un match-up ultra favorable sous le panier et où Mitchell lui donnait pas la balle. Enfin, il y avait des trucs un peu. Je pense pas. J'ose espérer pour lui qu'on verra pas des trucs comme ça. Mais effectivement, là, je pense que sa mission principale, c'est vraiment de ce que tu disais, Théo, presque de créer une défense parce que c'était un de leurs énormes points faibles l'année dernière. Et qu'en attaque, on lui demandera pas tant que ça. Ouais, 12 points, ça me paraît être une barre, c'est une barre intéressante, par Moi, exemple. c'est pas tant en nombre de points, en fait. C'est qu'effectivement, si les équipes switchent en face et qu'ils se retrouvent face à un petit, il faut qu'ils puissent être mis Ah dans ouais. des situations de pouvoir punir les switches. Il ne peut pas être tenu par un meneur comme on l'a vu parfois en playoff, Mm. parce que même, comme tu disais, ses coéquipiers ne cherchaient même pas à lui donner la balle. Et je pense que même, alors à voir si Dilo restera encore aux Wolves, mais même sur du jeu de pick and roll tout simplement, je pense qu'il peut apporter vraiment des choses Oui. aux Wolves et de l'alternance par rapport à un Karl Anthony Towns qui cherche qu'à jouer en périphérie. Mais voilà, je pense que justement, je pense que là où il va mettre, à la limite, j'ai dit 12, mais ça peut être même jusqu'à 15. Le truc, c'est que là où je pense qu'il va mettre des points, c'est qu'effectivement, eux, ils vont jouer beaucoup plus de pick and roll avec lui. Je pense que voilà, que ce soit à la fois Russell ou Edwards, va y avoir Rudy qui va poser des écrans plus que 4. Je dirais que lui, il va en poser plus que 4 et 4 sera peut-être le mec que tu mets à 45 à 3 points parce que c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il veut, il aime shooter à 3 points. Par contre, il va y avoir, pour le coup, des small balls, comme tu as dit, voilà, il y aura les match-ups à exploiter. Mais quelque part, si Karl Anthony Towns, il a aussi un petit sur lui, putain, Gobert, il sera peut-être obligé d'aller s'éloigner pour laisser la place à 4 dessous, en fait. Mm. Donc, ça va être aussi Mais un ça peut problème. pas, mais ça peut Ouais, pas marcher, je effectivement, sais, parce ça que peut pas ouais. marcher. Ça va y avoir cette question à se poser. C'est que même si Kat, il aime bien jouer en périphérie, même bien s'il aime bien jouer au large, même s'il shoot de loin, c'est quand même aussi un mec qui met des points dessous. C'est quand même aussi un mec qui a un corps. C'est aussi un mec qui sait imposer sa puissance. Et il y a des matchs, alors il le fait pas tout le temps parce qu'il a tendance à s'éloigner, à jouer face-up. Mais il y a des matchs où il score dessous. Et si vraiment leur truc, ça va être de le truc, bah, nous, on veut contrer le small ball avec du tall ball. Ok, mais qu'est-ce que vous allez faire quand il va falloir choisir, quand il y aura un petit sur Gobert, un petit sur Towns? Au final, je pense qu'ils seront toujours tentés de jouer plus sur Towns, le post-up. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait Gobert? Il s'éloigne du cercle et du coup, bon, bah, son défenseur l'ignore complètement et vient faire prise à deux. Ou est-ce qu'il vient se mettre près du cercle lui aussi et du coup, bah, il y a une espèce d'embouteillage qui se crée? Je pense qu'ils auront des problèmes
c'est un pari, c'est une tentative. Je pense que comme vous l'avez bien mis en avant, ça va aider Minnesota à passer un cap. Maintenant, j'ai peur qu'il faudrait vraiment des énormes, enfin pas des énormes, mais que Anthony Edwards soit un MVP pour que cette équipe, dans cette configuration, un jour aille vraiment loin. Mais encore une fois, je pense que ce n'est pas l'objectif. De toute façon, l'objectif, il n'est pas là, il n'est pas d'aller chercher le titre. C'est Bah, même pas la question qui se pose à Minnesota. Par contre, c'est ce qu'annonce Gobert, mais c'est normal, c'est un compétiteur. ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est plus pour essayer de se dire, bon, ben, on ne veut pas répéter avec Anthony Edwards les erreurs qu'on a faites avec Karl Anthony Towns en Ouais. termes de management de groupe et de collectif. Il faut qu'on trouve de la stabilité pour que ce joueur qui est une pépite, hein, là-dessus, tout le monde s'accorde sur le fait que il a le potentiel pour vraiment figurer parmi les superstars de la ligue à court terme ou moyen terme, mais il a tout pour. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une nouvelle culture de la gagne. Là-dessus, il y a aussi il faut aussi faire confiance au coaching staff, hein, qui a quand même fait de belles choses cette année. Ça va être intéressant notamment de voir ce qu'ils vont pouvoir proposer l'an prochain avec Rudy dans l'effectif. Donc en fait, on en parlait un peu en préambule avant de commencer le podcast, mais c'est un peu comme s'il y avait deux discussions en fait. La discussion du fit vraiment de Rudy Gobert sur le terrain et la discussion du prix qu'aura coûté, enfin ce que ça aura coûté aux Wolves de le faire venir, sachant que Rudy reste quand même un asset important. Il a 30 ans, certes, mais il est en pleine possession de ses moyens. C'est un joueur qui peut garder de la valeur. Et même si jamais ça ne devait pas fonctionner et qu'il fallait vraiment bouger parce qu'ils se rendent compte que Anthony Edwards est prêt à aller chercher plus qu'un deuxième tour de playoff, mais que l'équipe est encore légère, si jamais ça devait être le cas, Karl Anthony Towns a encore, pour les années à venir, une valeur marchande énorme. Donc finalement, c'est vrai que c'est fou d'avoir mis autant de pics dans la balance. Voilà, on n'aurait jamais imaginé que faire venir Rudy coûterait aussi cher. Mais finalement, Rudy est encore je pense il est encore assez jeune et son impact est encore suffisamment important pour que ça ne pénalise pas forcément tant que ça les Wolves à court terme, en fait, si jamais ça ne devait pas fonctionner. Et je pense qu'ils pourraient encore trouver les moyens de remodeler leur roster, en sachant que l'idée, ça sera de construire autour d'Anthony Edwards avant tout. Je pense aussi qu'ils prennent le pari, ils ont pris le pari que Rudy soit un joueur durable physiquement et qu'il ne soit pas cramé à 33, 34 ans. Jusqu'à présent, bon, il a eu des petites blessures, mais c'est plutôt un joueur qui est fiable, je trouve, physiquement. Et donc, s'il a son contrat, il le mène jusqu'en, c'est quoi, 2026, quelque chose comme ça. Je pense qu'ils prennent aussi le pari qu'il sera encore assez fort, ou en tout cas l'un des tout meilleurs défenseurs de la Ligue à 33, 34 ans. C'est plutôt un scénario plausible, ça. Après, tout va dépendre de la manière dont ils vont l'utiliser et ce qu'il pourra montrer quand il y sera. Mais Moi, je le prends un peu différemment de vous. Je pense qu'en fait, la question, elle est, enfin, selon moi, la question, elle n'est même pas sur quel niveau aura Gobert, en fait. Enfin, c'est-à-dire que même pas une histoire de niveau, plus quelle sera la durabilité de Gobert. Je pense qu'en fait, eux, plus le pari vraiment, c'est de se dire que Edwards et Towns vont rester. Parce qu'en fait, même si Gobert, ça foire, dans 2 ans, il est cuit, je ne pense pas non plus. Je pense que Gobert, il est solide, c'est un corps, c'est un mec qui bosse. Je ne m'inquiète pas. Mais même s'il était cuit dans 2 ans, en fait, peu importe, il pourrait peut-être le dump avec un autre pick ou un autre truc, ou avec D'Angelo Russell, ou s'ils ne l'ont pas transféré d'ici là, ou un autre jeune et ils le refourguent ailleurs. Je pense vraiment que de toute façon, la base du projet, c'est même pas Gobert, c'est Anthony Edwards et éventuellement Karl Anthony Towns pour l'instant. Complètement d'accord. Et que, en gros, leur pari, de toute façon, tant que Towns et Edwards ne demandent pas leur trade, a priori, les pics, c'est pas très grave. Il y en a beaucoup, ils vont en perdre beaucoup. C'est chiant, surtout si tu es une équipe forte. C'est des fois l'occasion de te renforcer avec un rookie. Par exemple, si tu prends un senior de la fac qui est déjà prêt pour un salaire pas cher, parce que Ou c'est dans en un autre premier trade. tour. Ou Ouais, dans ou un autre trade plus tard. voilà, exactement, ou dans d'autres trades. Ils ont encore un atout en trade, même si je pense que sa valeur commence à vraiment baisser, c'est D'Angelo Russell. Mais ils ont encore éventuellement cet atout. Mais voilà, l'idée, c'est que si Edwards y reste, ben, le pic de 2027, il s'en fiche. Si est Anthony Edwards et il croit en lui, si Anthony Edwards ça devient vraiment un très très fort joueur, 2027, c'est un pic qui est potentiellement à partir de la 20e place, ils peuvent se permettre de le perdre. Après, je pense que vous avez très bien dit qu'effectivement, c'est pas comme les Lakers quand ils lâchent tout pour Anthony Davis. Eux, vraiment, ce qui serait pour moi l'échec du projet, c'est si Karl Anthony Towns, dans 3 ans, il décide de se barrer pour X ou Y raison, ou que pire, Anthony Edwards, à l'issue de son contrat rookie, ou enfin,
ou après son premier contrat rookie. Donc, il a été drafté en 2020. Donc, dans 2 ans, il va re-signer. Allez, dans 4 ans, si dans 4 ans, Anthony Edwards il dit ah, ça me saoule. Ça fait 2 ans, tu sais, il est à 2 ans de son premier contrat max. Il a déjà fait ses 2 premières années. Il dit ah, je veux me barrer. Là, oui, là, c'est problématique. Mais tant qu'il n'y a pas ça, honnêtement, bon, les pics, c'est beaucoup, mais ça se compense. Je pense pas que ça soit abusé. Non, complètement. Mais ce qui est. De toute façon, voilà, Karl Anthony Towns, même s'il demande un trade, c'est un joueur dont la valeur sera énorme, en fait. Donc, Oui, Minnesota tu peux en pourra récupérer. espérer récupérer beaucoup d'assets en retour, effectivement. Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, Antoine, sur le fait d'avoir la différence d'âge entre Rudy et Anthony Edwards. C'est aussi parce que, finalement, Minnesota, leur but, manifestement, enfin, on est dans la Matrix, mais je pense que c'est pas de gagner le titre l'an prochain ni l'année d'après, c'est vraiment d'instaurer quelque chose sur le long terme. Et finalement, alors peut-être que je me trompe là aussi sur leurs ambitions, mais je vois pas raisonnablement comment. Je vois pas Rudy comme le joueur qui peut leur permettre de gagner le titre. Je le vois plus comme le joueur qui va pouvoir leur permettre de hausser leurs standards, changer un peu la direction de la franchise historiquement, les mettre sur la voie de la respectabilité et de la rigueur et des résultats réguliers. Et ensuite, pour qu'ensuite, la génération suivante, la star suivante qui suivra Rudy derrière, peut-être que Rudy sera encore là, hein, je me trompe peut-être là-dessus, mais que derrière, au moment où Anthony Edwards commencera à entrer dans son prime, il y a déjà une structure autour de lui, des habitudes de jeu et Exactement. un collectif et potentiellement des assets qui seront venus qui leur permettront de passer le cap suivant. Rien, Exactement. rien que de se qualifier régulièrement pour les playoffs, de passer un tour de temps en temps. Enfin, pour une fanbase qui a rien, en fait. On parle même pas d'une franchise un peu médiocre. C'est-à-dire que les gens ont rien à se mettre sous la dent, en fait. Et donc, sur le plan du business, du marketing, tout ça, avoir une équipe avec des joueurs un peu emblématiques. Si Edwards, effectivement, devient une superstar, si Towns gagne un peu en popularité, que Gobert... Enfin, si l'équipe tout court et la franchise gagnent en respectabilité, comme tu disais tout à l'heure, bah, c'est pour les nouveaux propriétaires, c'est bingo. Ils peuvent construire là-dessus et au bout d'un moment, à moyen terme, effectivement, se mettre à viser le titre. Puis après, on voit aussi que dans la NBA d'aujourd'hui, ça se joue beaucoup sur les blessures. Il suffit que tu tombes sur une série où la superstar adverse est blessée. Hop, tu te retrouves en demi-finale ou en finale de conférence, tu sais pas après, tu vois. Ou un match-up ultra favorable, t'es pile l'équipe qui convient pas à l'équipe que tu affrontes, on ne sait jamais. Donc je pense que c'est aussi une équipe qui a besoin d'être prête pour les opportunités. Et là, c'était pas du tout le cas ces dernières années. Enfin, quand tu penses qu'ils ont eu Jimmy Butler dans l'équipe, avec tout le drama qu'il y a eu autour, et qu'ils ont pas, ils sont qualifiés en playoff, mais derrière, ils n'ont pas du tout transformé l'essai. Donc rien que ça paraît anodin peut-être parce que pour des fans de franchises qui gagnent des titres ou qui sont tout le temps là, ça paraît un peu abusé, mais je trouve que le move est finalement logique si tu as besoin de conquérir ou de reconquérir une fanbase, ça me semble bien et logique. Ils ont fait ce que les Kings rêveraient de faire. Voilà, c'est C'est, exactement, ouais, c'est- c'est vrai. Ouais. mais moi, je vois un petit parallèle avec Chicago, avec les Mm. Bulls, même si, alors, il y a une différence, c'est que les Bulls n'ont pas une jeune star comme Edwards, mais les Bulls peuvent théoriquement peut-être attirer plus facilement une star à terme, mais il y a un peu cette idée-là de, voilà, ok, on met des stars ensemble, on ne sait pas exactement à quel point ça fit, on essaye, on voit, ça, on sait que ça va gagner des matchs en saison régulière, on verra ce que ça donne en playoff. Et voilà, et à terme, on s'habitue à ce que notre équipe soit pas nulle et on voit ce qui se passe. Alors pour les Bulls, ça peut être plus une opportunité, genre bah tiens, il y a Kevin Durant qui est dispo, ou tiens, il y aura un tel ou un tel plus tard. Pour les Wolves, c'est plus bon, Anthony Edwards se développe. Par contre, pour continuer mon parallèle avec les Bulls, là, on parle beaucoup, et pas que nous, j'ai vu beaucoup, enfin, sur Twitter, sur les réseaux, on voit beaucoup de les Wolves, voilà, peut-être top, on a même dit top 5 tout à l'heure, par exemple. Euh, c'est pas garanti. C'est pas garanti encore. Je pense que je, je- je- je comprends qu'on soit optimiste, je comprends qu'on ait des raisons de penser que ça peut marcher, mais l'Ouest est très très forte et passer un tour, Il y a pour deux moi, équipes qui vont sortir de nulle part quasiment, un peu avec les Clippers et les Nuggets qui peuvent arriver et truster directement toute la exactement. conférence de l'an prochain. Et même, je pense que les Lakers seront bons. Je pense que les Lakers seront bons. Si les Lakers récupèrent Kyrie Irving, alors, si les Lakers, par miracle, arrivent à se débarrasser de Russell Westbrook et d'avoir un joueur qui fit mieux, que Kyrie Irving joue ou pas d'ailleurs, en fait, je suis désolé, je mets encore les Lakers devant les Timberwolves, je mets encore les Warriors devant les Timberwolves. Je pense que les Suns,
c'est potentiellement encore aussi devant les Timberwolves, sachant que c'est l'équipe qui est a priori la mieux placée pour récupérer Kevin Durant avec les Raptors. Mais même avec ou sans KD, parce que cette année, ils Ouais, ont été premiers de la. Donc, exactement, mais c'est-à-dire sans KD, c'est-à-dire qu'il faut qu'il garde Ayton quand même, je dirais, tu vois. Mais bon, effectivement, les Nuggets, quand ils seront complets, je suis pas sûr qu'ils soient en dessous des Timberwolves, pas sûr du tout. Les Clippers au complet, c'est devant les Timberwolves. J'ai déjà cité 5 équipes. Je pourrais te dire que les Grizzlies ont fini deuxième. Alors, je pense que là, pour le coup, peut-être les Grizzlies, eux, vont vraiment subir un petit contre-coup, ouais. mais ça reste une équipe qui a du potentiel. Les Trailblazers, je suis désolé, mais avec tout ce qu'ils ont fait, même s'il n'y a qu'une seule star, je ne suis pas sûr que ça se fasse sortir par les Timberwolves. Il y a les Kings, c'est en dessous, évidemment, il y a moins de stars, mais ça continue à essayer de jouer la gagne. Moi, je ne suis pas garanti du tout que les Wolves ils finissent ne serait-ce que dans le top 6 de la conférence Ouest, sachant qu'ils vont avoir ces questions de fit. Et même s'ils terminent dans les 4 premiers, je ne suis même pas sûr qu'ils passent un tour. Bah, Après, voilà, c'est juste pour nuancer. Je me Non, mais tu permets, tu vois, as tout à fait raison parce qu'effectivement, je te rejoins là-dessus et notamment dans ton parallèle avec Chicago. j'ai oublié les Pélicans, pardon. Et En les plus. Pélicans aussi qui pourraient être effectivement qui pourraient être très très forts si Zion revient un jour Ouais. et que c'est bien le Zion qu'on a connu. Mais oui, non, j'aime bien ton parallèle avec Chicago parce que il y a quand même un scénario idéal du côté des Wolves où ça pourrait cliquer rapidement. Bien marcher et ils pourraient finir dans le top 4, voire top 5 à l'Ouest. Il y a un scénario comme ça qui existe parce que chaque fois on met tout sur le papier, mais il y a forcément une de ces franchises pour qui il y aura un blessé, une autre pour qui ça partira en vrille sans qu'on sache vraiment trop ni pourquoi ni comment. Mais il y a un scénario dans lequel tout pourrait se mettre au vert du côté des Wolves et ils pourraient être dans le top 4, top 5 à l'Ouest. Mais par contre, moi, la vraie question, c'est vraiment les playoffs, en fait, la vraie question. Et comme Chicago cette année, surtout en début d'année, où il caracolait à la première place de la conférence Est pendant un moment avant qu'il y ait une avalanche de blessures, et ou même ce qu'on avait dit dès le début de l'année, où on s'était dit, bon, bah, les Bulls ont vraiment une belle équipe sur le papier. On les verrait bien faire une très belle saison régulière. Par contre, pas sûr que ça passe un tour. Et je pense que Minnesota est encore cette configuration-là et que finalement, la vraie réponse à la réussite du trade, ça ne sera pas tant sur la saison régulière, mais vraiment en playoff, voir si ça leur permet quand même de passer un tour, quoi, de passer un tour et d'exister à ce moment-là de la saison. C'est là aussi que les observateurs américains dont tu parlais tout à l'heure, ils ont des doutes parce que l'une des critiques qu'ils formulent le plus fréquemment sur Rudy, c'est qu'en playoff, il vient un moment où il est inutilisable parce que les mecs se servent de son profil et du profil de l'équipe pour qu'il soit moins, comment dire, moins utile en fait. Et vu qu'en attaque, il n'est pas non plus soit bien utilisé, soit performant, en fait, il passe pour un joueur qui est à peine, comment dire, à peine utilisable en playoff par instant. Ils exagèrent, hein, mais ils ont vraiment cette image-là. Donc, ça va être aussi une bonne opportunité pour lui si Minnesota arrive rapidement en playoff. Moi, je pense qu'avec le système de play-in et tout ça, ils vont réussir à faire des premiers tours rapidement, hein, en plus. Même si, effectivement, toutes les équipes qu'on a citées, Oui. les Mavs et tout, Ah oui, j'ai oublié les Mavs. c'est un champ de bataille. De toute façon, l'Ouest, on sait bien, mais qu'il y aura toujours 2 ou 3 équipes chez lesquelles soit ça ne fonctionnera pas, soit il y aura des gros blessés. Mais ça va être le challenge, va effectivement de les voir en playoff et Rudy aussi en particulier parce que je pense aussi qu'il a des choses à montrer, à prouver aux gens en post-saison. C'est là que ça va vraiment être intéressant parce qu'en fait, c'est dur d'évaluer. C'est un peu le problème des équipes qui sont très bien coachées et dont le succès repose avant tout sur le système, enfin la philosophie de jeu, comme les Spurs à l'époque même où ça cartonnait. Il y a des joueurs qui sont très durs, c'est très dur d'évaluer. Est-ce que Tony Parker était aussi fort que ça parce qu'il jouait aux Spurs ou est-ce que les Spurs étaient aussi forts parce que Tony Parker est un joueur incroyable? La réponse est certainement à croiser de ces deux questions, mais c'est des choses qui ne sont pas faciles à identifier. Et dans le cas d'un joueur comme Rudy, qui est quand même un joueur très hyper discipliné, qu'il a toujours été. C'est vraiment un joueur d'équipe qui fait ce qu'on lui demande pour le bien de l'équipe. Ça va être intéressant de voir cette année si effectivement les limites qui étaient pointées du doigt étaient avant tout ces limites individuelles ou si elles étaient aussi les résultantes d'un fonctionnement d'équipe, d'un fonctionnement collectif qui ne lui permettait pas de pouvoir être mieux utilisé ou d'être plus percutant, que ce soit en attaque ou en défense face à des équipes qui jouaient avec 5 joueurs en périphérie comme Dallas ou autres. Et là, ça va être intéressant parce que là-dessus, moi, je n'ai pas de réponse forcément définitive à ce sujet. Je pense que c'était Rudy. Enfin, après, on peut dire qu'on est partial, ce qu'il est français, ce qu'on veut, tout ça, mais
Moi, j'avais plus l'impression que c'était l'arbre qui cachait la forêt défensivement qu'autre chose, parce que Ça, c'est sûr. quand tu écoutais Joe Ingles, après, l'interview qu'il avait donnée, elle était avant son départ, hein, mais il expliquait que ouais, lui-même était considéré comme un bon défenseur, mais que à ses yeux, c'est parce qu'il avait Rudy à côté qui compensait tout et qui était un vrai général de défense. Et quand tu vois la manière dont Donovan Mitchell, c'est même pas, c'est pas chuté, il a régressé énormément en défense, Donovan Mitchell. Il arrive en NBA avec une étiquette de joueur compétent défensivement, intéressant, sur les dernières saisons, que ce soit à cause de problèmes relationnels ou autres. Il était catastrophique en défense. Et du coup, avoir un mec comme Rudy autour, ça leur a permis à Mitchell et aux autres, je pense, d'être un peu surcotés défensivement en tant qu'équipe, surtout sur la dernière saison. C'est pour ça que j'ai l'impression que, et ce qu'on a dit tout à l'heure, avoir Gobert dans l'équipe te permet d'être assuré d'avoir une défense au moins correcte, quoi. Et c'est le strict minimum, à mon avis. Il peut même carrément métamorphoser tout ce qui a trait à la défense dans l'équipe. Bah, c'est ça, pardon, je te coupe Antoine, après Ouais, je te rends la parole, mais le non, journaliste Zach Lowe disait que, parlait de Rudy Gobert en disant que c'était comment dire, une top 10 defense à lui tout seul. En gros, Ouais, tu, bah oui. tu le mets dans n'importe quelle équipe, ton équipe elle est automatiquement dans les 10 meilleures défenses de la ligue, ce qui serait déjà un truc incroyable pour les Tu vois Timberwolves les stats avancées, aujourd'hui. sur les analytics, tout ce qui est defensive win shares et machin, tout ce que Tim Connolly aime beaucoup, hein, que les nouveaux proprios apparemment aiment beaucoup aussi de ce qui se dit. Ils ont vu que c'était une machine au niveau analytics et ils se sont dit on va l'imbriquer là-dedans, je pense. Après, il y a un truc sur ça, hein, sur les stats, c'est que ça crée des top 10 defense, mais en saison régulière. Bien Ouais. sûr. Le Jazz est jamais dans le top 10, enfin dans le top 5 defense en playoff. Là, c'était une des plus mauvaises défenses des playoffs cette année, le Jazz, par exemple. Alors, c'est pas dû à Gobert, hein, c'est plus vraiment, voilà, il se faisait exploiter, il était à mi-chemin. C'est pour ça qu'à la limite, le tall ball des Wolves, bon, bah, va falloir voir, quoi, parce que au moins, ils vont rester grands tout du long, et puis voilà, et puis ils vont faire avec, ils vont pas faire du faux small ball. Ce qui était le problème du Jazz, où ils essayaient de mettre quatre externes avec Rudy, leurs externes sont mauvais en défense, ils se faisaient ouvrir, Rudy est obligé de courir à droite à gauche. C'est là où c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, au moins, là, dans ce tall ball, je pense qu'on va moins se concentrer sur cette histoire, parce qu'ils avaient un seul grand, et du coup, on se disait juste, ah bah c'est à lui de punir. Mais non, là, c'est pas grave. Si vraiment ils veulent continuer à jouer grand, il y aura peut-être quatre pour punir. Ça posera peut-être d'autres problèmes, comme je disais, l'autre coup de, bah, ok, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire Gobert pendant qu'on met quatre dessous? Mais au moins, ils seront avec ce système, avec leur idée, et ils mourront avec leur idée. Je veux dire, les Cavs, ils jouent avec trois intérieurs, et ça, il y a des moments où ça a marché. On verra ce que ça donne. Mais tout ça, ça me fait penser à une chose, à tout ce que vous dites sur Gobert. On n'a pas parlé du Jazz. Et je pense que le Jazz, par contre, ils vont se rendre compte de ce que c'est que de perdre Gobert. Alors, Danny Ainge, lui, je pense qu'il est préparé, hein. Lui, il s'en fout. Je crois qu'il est vraiment sur un truc de toute façon, je casse à zéro et on repart. Mais le Jazz, ça va. Enfin, Mais tout là, à ils l'heure, sont on en a cité les reconstruction, grosses moi, je équipes vois. de l'Ouest, mais le Jazz, ça va pas jouer les playoffs. Pour moi, ils Alors, sont en reconstruction totale, oui. hein. Mais oui, mais alors déjà, il va falloir. C'est Pour Donovan l'instant. Mitchell qu'il faut prévenir Ouais. simplement. Et lui, il va falloir. Alors, Donovan Mitchell, j'émets des hypothèses, je ne sais pas comment ça se passait dans sa tête, mais si dans sa tête, le problème était vraiment Rudy Gobert, je pense que lui, par contre, il va vraiment redescendre sur terre. Alors, peut-être que c'est pas ça dans sa tête, hein, mais si c'est ça dans sa tête, il va comprendre. Parce que là, il va se retrouver, l'équipe, même si c'est plutôt sympa ce qu'ils ont récupéré, même si l'équipe n'est pas dégueulasse, par rapport à ce qu'il y a à l'Ouest, ça va jamais passer, ça. Mais Et, faut voir si Donovan Mitchell reprend, enfin, si au premier jour de la saison prochaine, il sera toujours au sein du Jazz, parce qu'effectivement, on a le sentiment qu'ils sont complètement en reconstruction. C'est ce que disait, laissez entendre le journaliste Brian Windhorst, là, avec qui avait fait tout un oui, sketch. Si vous avez oui, vu la vidéo, c'est oui. assez culte. Bref, mais là où il avait pas tort, c'était sur le côté, effectivement, pourquoi signer un nouveau coach, un jeune coach talentueux et d'avenir et le valider sur 5 ans tout de suite, ça te laisse entendre qu'il y a un peu comme à l'époque des Celtics avec Brad Stevens, que tu vas passer par une longue période quand même de reconstruction et que tu veux pouvoir garder la main sur lui si c'est un bon entraîneur et qu'il ne se barre pas au bout de 3 ans. Et ça expliquerait aussi pourquoi Quinn Snyder a décidé de partir, ce qui manifestement n'était pas la volonté du Jazz. C'était vraiment sa volonté à lui de couper. Et là, ça aurait du sens. Par contre, effectivement, la question que tu poses sur Donovan Mitchell est hyper pertinente.
Après, même sur Mitchell, il y a un truc, parce que eux, pour l'instant, le message qui est véhiculé, c'est on veut reconstruire autour de Mitchell. Mitchell a 25 ans, tu peux te dire, mais 25 ans, c'est à la fois jeune et à la fois vieux, en fait, en NBA, à l'échelle NBA. Quelque part, c'est à 25 ans, c'est quand tu entames une reconstruction, ta star n'a pas 25 ans, elle a plus 21, 22, 20, 19. 25, c'est presque trop vieux. Ça veut dire dans 2 ans, il commence à rentrer dans son prime et tu es à quelle étape de ta reconstruction? Donc, je ne sais pas si vraiment ils veulent conserver Mitchell et c'est une manière de faire monter les enchères, genre hop, 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 si vous voulez Mitchell, il faut lâcher du lourd. Ou est-ce qu'ils veulent vraiment le faire? Et s'ils veulent vraiment le faire, ça va être très bizarre. Je trouverais ça très bizarre. Et s'ils veulent vraiment le faire, par contre, ils risquent de s'exposer à un risque. C'est que Mitchell, au bout de 3 mois, il va dire ah non, non, mais non, l'équipe, elle est nulle. Moi, je veux partir, moi. Envoyez-moi à Miami. Tu vois, un truc comme ça. Danny Ainge est parfaitement conscient. Oui, oui. Mais Mitchell, avant même cette situation-là, il laissait entendre qu'il était attiré par les plus gros marchés, par New York, etc. Alors, donc là, avec une équipe qui est sur un plan de reconstruction, je pense qu'il ne va pas se priver de leur faire comprendre. Alors, peut-être qu'il va démarrer la saison, hein. Peut-être qu'il va faire 6 mois, qu'il va faire des saisons à la Bradley Beal, j'en sais rien. Tu vois. Moi, je pense qu'Ange, il est sans scrupule et que s'il peut le dégager, il le dégage. Ah ouais, Ainge, C'est il sort ce que complètement. ce qui est sûr, c'est qu'il le dégagera au moment qui sera le plus opportun pour Ah lui. oui, Ce que veut Donovan Mitchell, c'est une chose. Ce que Danny Ainge fera en termes de trade, si jamais devait y avoir un trade, ça sera pas en fonction du calendrier personnel de Donovan voilà, et ce Mitchell. sera Ça, c'est surtout sûr. pas, ce sera pas forcément la destination qu'il souhaiterait en plus. C'est ce qui est bien avec Danny Ainge, c'est qu'il en a rien à taper. Si Ouais, Mitchell bah peut oui. finir à Sacramento, il finira à Sacramento. Ouais. Il y a une rumeur intéressante, mais compliquée, où Donovan Mitchell se retrouve à Brooklyn avec DeAndre Ayton qui éventuellement termine à Utah, ou Ben Simmons, mais ça j'y crois moins, Ben Simmons à Utah. Mais voilà, il y a ce genre de move. Après, il y a évidemment Miami aussi, en échange de Tyler Hero, ce genre d'assets. Ça va être intéressant. De toute façon, son nom, il va circuler dans les rumeurs pendant un moment, je pense, Ouais, d'une c'est clair. manière ou d'une autre. C'est clair parce que finalement, alors, je ne vais pas du tout mettre Donovan Mitchell sur le même plan que Kobe Bryant, hein, bien entendu, mais ça me fait peut-être un petit peu penser à ça, le moment où finalement Kobe a forcé le trade de Shaq, peut-être pour voir un petit peu s'il était capable de gagner tout seul. L'histoire lui a montré qu'il n'était pas capable de gagner tout seul, parce que personne n'est capable de gagner tout seul en vérité. Il y a eu ces 2-3 années des Lakers avant l'arrivée de Pau Gasol qui ont été compliquées, durant lesquelles, bah, certes, il a pu aller jusqu'au bout comment dire, explorer tout son potentiel. Alors, il y a eu un match à 81 points, il y a eu des choses mémorables, hein, je ne dis pas. Par contre, voilà, ça lui a permis aussi de se rendre compte qu'il y avait besoin d'être bien entouré pour aller plus loin. C'est peut-être pas ça serait même le scénario idéal pour Utah, quelque part, je pense. Mais la NBA d'aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. On a bien vu que les contrats n'ont finalement qu'une valeur symbolique en termes d'engagement et que n'importe quel joueur qui a suffisamment de levier n'hésite pas à s'en servir dès qu'il peut pour essayer de bouger si la situation ne lui plaît pas. C'est aussi pour ça, je pense que Utah a longtemps hésité à trader Rudy. C'est qu'avec Rudy, ils avaient un joueur qui ne demandait pas à partir, hein, sur lequel ils savaient qu'ils allaient pouvoir miser sur la longueur. Je pense que c'est aussi le pari qu'a fait Minnesota en le faisant venir maintenant. Utah, ça va être compliqué. Utah, ça va être très compliqué. Si c'est pas de la reconstruction, que ce soit un choix, une reconstruction sans Donovan Mitchell ou avec Donovan Mitchell, dans tous les cas, l'année prochaine, effectivement, ça va être très complexe. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait beaucoup d'équipes que tu voyais. Enfin, Antoine, tu voyais pas mal d'équipes qui, sur le papier, étaient plus fortes que les Wolves. Il y en a encore plus que tu vois plus fort qu'Utah, Ouais, à commencer par les Wolves. mais le Jazz, là, c'est bottom three à l'ouest, là. Enfin, j'exagère peut-être, mais ça va être à la lutte avec Sacramento. C'est devant San Antonio, Oklahoma et Houston. Mais derrière, c'est compliqué, quoi. Par contre, c'est vrai qu'ils ont récupéré au passage du coup un paquet d'assets qui sera intéressant à l'avenir. Ça leur a Ah bah permis de oui. voir la flexibilité en termes de salaire, en termes de choix comment dire, de choix de draft à inclure dans des deals potentiels. Donc il y a de quoi faire. Danny Ainge a montré par le passé qu'il était plus capable de faire. Là, c'est une situation un peu plus compliquée que Boston, parce que même si Boston a parfois du mal à faire venir des free agents, c'est quand même Utah, ça a quand même toujours été une destination très peu attractive pour les joueurs. Il faut arriver vraiment à les convaincre pour qu'ils viennent. En tout cas, voilà, je pense que pour l'année prochaine, il ne faudra pas compter sur les résultats du côté du Jazz, à moins qu'il y ait un tremblement de terre incroyable du côté de Salt Lake City. Par contre, voilà, ça va être intéressant à suivre.
à suivre pour la suite, effectivement, de voir si c'est reconstruire de la base complètement en repartant de départ et de se servir de ces choix de draft pour reconstruire par la draft, ou si c'est des assets à rééchanger, packager avec Donovan Mitchell pour essayer de faire venir d'autres joueurs à sa place. Ça va être… Voilà, de toute façon, on n'est pas sorti encore des échanges et des trades pour cet été. On peut peut-être d'ailleurs passer à d'autres équipes. Il y a Boston qui a fait quand même un gros coup dans les jours qui ont suivi notre dernier podcast là, de vendredi dernier, avec l'avenue de Malcolm Brogdon aux Celtics. Qu'est-ce que vous retenez de ce trade? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je sais qu'Antoine, tu as écrit un papier sur Basket Session récemment à ce sujet. On va peut-être commencer par toi. Est-ce que tu l'avais vu venir? Quel est ton ressenti sur ce trade? Alors, le trade de Malcolm Brogdon, oui, dans le sens où à partir du moment où ils avaient Tyrese Haliburton, déjà, il y avait un peu cette idée de miser sur la jeunesse et ils étaient ouverts à transférer leurs vétérans, que ce soit Brogdon ou Turner. Surtout après la draft de Bénédicte Mathurin, où ça leur fait leur nouveau backcourt. Par contre, que Boston le récupère pour si peu cher, c'est là, en fait, c'est marrant en parlant de Rudy, tu vois, parce qu'on peut faire la comparaison. Rudy, ça a été 4 pics plus un swap. Dejounte Murray, ça a été 3 pics non protégés. Et Malcolm Brogdon, il a suffi d'un pic. Et alors, il y a des joueurs dans les chambres, mais c'est des joueurs dont les Celtics, au final, se passent. C'est presque de la contrepartie inutile. D'ailleurs, les Pacers n'ont pas cherché à récupérer les joueurs. C'est que le pic qui les intéresse dans ce trade. Il y a Daniel Theis, il y a Nick Stauskas. C'est des joueurs Dur pour Nick qui seront coupés d'une manière ou d'une autre, donc, ou qui n'auront pas forcément un rôle dans le projet futur d'Indiana. Tout ce qui compte, là, c'est le choix de draft. Et au final, du coup, il vaut autant que Royce O'Neal. Les Nets ont lâché un pick pour Royce O'Neal au Jazz. Et là, c'est plus ou moins pareil. Il y a un pick pour récupérer Malcolm Brogdon, qui, franchement, est un super joueur. Et surtout, non seulement c'est un très bon joueur en tant que tel, mais je pense que quand tu as déjà une base solide, c'est typiquement le genre de joueur qui peut t'aider à passer un cap. Ça ne peut pas être un de tes 2 meilleurs joueurs, peut-être même pas ton 3e meilleur joueur, mais par contre, je pense honnêtement que si les Bucks avaient encore Malcolm Brogdon aujourd'hui, on serait sur un doublé de Milwaukee, là, par exemple, déjà. Et ce qui est fou, là, c'est qu'en une semaine, les Celtics, ils ont quasiment résolu la moitié de leurs problèmes de banc. On est d'accord pour dire que… De tous leurs problèmes, de même. tous leurs problèmes, exactement. Playmaking et Ouais, profondeur de banc. exactement. Parce que la profondeur de banc les a clairement handicapés pendant les finales, hein, on l'a bien vu. Là, tu fais Gallinari et Brogdon en une semaine. Un vétéran qui est capable d'apporter comme Gallinari, Brogdon qui est… Alors Brogdon, le souci, c'est sur le plan physique, il n'a pas été épargné ces dernières années quand même. Et même globalement, depuis qu'il est en NBA, alors il fait des super saisons quand il est pas blessé. Il a fait une saison en 50, 40, 90, hein, c'est pas rien. C'est un joueur ultra fiable, mais physiquement, il faut voir. Dans tous les cas, Boston, super coup. Enfin, j'aimais déjà Brad Stevens en tant que coach. Je suis en train de trouver Brad Stevens le GM est peut-être encore meilleur en fait. C'est du génie depuis qu'il est là, c'est masterclass sur masterclass. Ouais. Il y a eu Derrick White, mais là leur équipe quand même c'est doublé la rotation à 10, elle est vraiment très belle. Il y a quand même du Marcus Smart, Malcolm Brogdon, Derrick White, Jason Tatum, Jalen Brown, Grant Williams, Danilo Gallinari, Al Horford, Robert Williams, j'oublie sans doute quelqu'un, et Peyton Pritchard même. T'imagines, ça va être lui maintenant ton 10e ou 11e homme. C'est vraiment, vraiment pas mal. Il y a une grosse progression par rapport à l'an dernier. C'est un joueur, alors tu as raison, sur physiquement, ça c'est vrai. C'est un joueur fiable, du coup, au-delà du physique, mais sur le terrain, par contre, c'est un joueur fiable. C'est un joueur qui va défendre, c'est un joueur qui va faire des passes, c'est un joueur qui va jouer avec ou sans le ballon, qui va être à ras de loin, qui est capable d'être un peu un slasher. Et je pense, on l'oublie, mais déjà l'an dernier, il fait encore une bonne saison, mais la celle d'avant, il mérite d'être All-Star. Il est à 21 points, 5 rebonds, 6 ou 7 passes, avec des bons pourcentages. Son seul problème, c'est vraiment quand tu regardes saison par saison, à part sa première où il fait 75 matchs et où il est rookie de l'année, il fait 48 matchs en 2017-2018, bon, 64 en 2018-2019. Ouais, il joue pas beaucoup. Puis 54, puis 56, puis 36 l'année dernière, c'est ça qui voilà. Je pense que c'est ça qui explique pourquoi il était pas plus cher que ça, mais effectivement, par rapport à ce que tu disais, Shai, même, j'ai l'impression qu'avec simplement Malcolm Brogdon, si jamais s'il est en bonne santé, rien qu'avec sa signature à lui, Boston réglait ses 2 problèmes de création
et de banc finalement, parce qu'il leur manquait un autre créateur et un autre scoreur en sortie de banc, sachant qu'en fonction de la rotation que mettra en place Ime Udoka, il peut répondre à ces deux équations, enfin ces deux problèmes plutôt sans aucun souci. Et là où je trouve ça vraiment intéressant en plus, c'est que c'est combler les deux trous, enfin les deux faiblesses de Boston, tout en renforçant encore leur secteur principal qui est la défense, parce que Malcolm Brogdon, il est suffisamment grand pour lui aussi pouvoir défendre sur les postes au moins 1 à 3, voire 1 à 4, face à des équipes qui jouent small ball. Il est grand, il est costaud, il est fort défensivement, il s'en était plutôt bien tiré face à Kawhi Leonard quand Kawhi était à Toronto en playoff face aux Bucks. C'était quand même intéressant. C'est vraiment un coup de maître, d'autant que c'est un joueur aussi, on parlait, il n'a pas coûté cher, et ça, je pense que lui-même a dû être étonné de voir sa cote et combien ça avait coûté de le faire venir. Et donc, je pense qu'on peut parier aussi sur le fait qu'il revienne plutôt revanchard avec cette équipe de Boston. Donc, pour moi, c'est effectivement l'un des plus beaux coups pour l'instant de cette intersaison, sachant que Boston a encore le temps et l'espace de faire des ajustements à la marge de la marge. Et cet effectif devient de plus en plus flippant, vraiment. Ou alors, ils peuvent aussi se décider à casser complètement et aller chercher Kevin Durant. Je ne pense pas qu'ils le feront. Encore moins après avoir fait venir Bogdan. Je ne pense pas que ça vaille le coup maintenant. Je ne pense pas non plus. Je pense pas non plus. Ils sont dans une position. Mais ils peuvent aussi, en fait. Ils ont tellement de flexibilité. C'est ça, en fait, parce qu'il y a plein d'équipes qui sont intéressées, ça, on le sait. Mais il y en a combien qui ont vraiment le package qui est attendu par les Nets? Boston, c'est vraiment l'équipe qui, en un claquement de doigts, s'ils décident, ils font KD. Ouais. Bah, eux, ils l'ont. Je ne pense pas que ce soit les seuls, mais eux, ils l'ont. Ouais. Ils font partie de ceux qui l'ont, en tout cas. De ceux qui peuvent. Je pense que, voilà, avec Jaylen Brown, Grant Williams, quelques pics, ils peuvent aller le chercher. Finalement, effectivement, ils ont fait finaliste, perdu en 6 matchs, ce qui n'a rien d'honteux face aux Warriors, avec le renforcement à la marge. Et puis, voilà, c'est quand même... on l'avait dit pendant les finales, mais Jaylen Brown et Jason Tatum ont joué un nombre de minutes incroyable pendant ces playoffs. En gros, en finale, il y a quand même une bonne partie de leur contre-performance sur la fin qui peut en partie être expliquée par la fatigue. Là, les Celtics ont vraiment de quoi repartir conquérants pour la saison prochaine, même s'il y aura d'autres gros prétendants, notamment à l'Est, avec simplement le retour des Bucks, à commencer par eux. Mais c'est un bel effectif. Défensivement, ça va être très, très compliqué d'aller scorer contre cette équipe. D'autant que voilà, il y a tout un tas de questions. Finalement, toute la première partie de saison l'an dernier avec l'arrivée d'Ime Udoka et puis les problèmes en interne, tout ce qui, on se disait, mais c'est quoi cette équipe? Est-ce qu'il faut séparer Jaylen Brown et Jason Tatum pour que ça marche? Puis à partir de décembre, boum, ils sont mis à cartonner, ils sont allés jusqu'en finale NBA. Les fans de Boston peuvent espérer et attendre qu'ils repartent dans cette ligne, dans cette lancée dès le début de saison avec un effectif renforcé. Il y a vraiment de quoi faire. Surtout que pour l'instant, alors c'est évidemment pour l'instant, mais au niveau des autres favoris, c'est quand même Boston qui se renforce le plus. À l'Est, Milwaukee a gardé ses joueurs et juste Milwaukee va se renforcer avec Middleton, mais il n'y a pas un vrai renfort où tu te dis, sachant que Milwaukee n'était pas non plus une équipe parfaite. Hein. Quel manque de respect pour mon gars Joe Ingles, c'est scandaleux. Oui, il faut voir ce que va donner Joe Ingles, mais je suis d'accord que c'est à la marge, tu vois. mais voilà, bon, les Sixers ont fait des moves avec Tucker et des Anthony Melton, ça c'est bien, mais je pense que les Sixers, il y avait encore une certaine marge eux aussi avant qu'ils soient vraiment au... J'ai l'impression que Boston, tu vois, si tu veux, même si les Sixers rattrapent un peu, bah tiens, je te remets une longueur. Voilà, il y a ça. Les Warriors ont perdu quand même Otto Porter et Gary Payton. Alors, ils ont leurs jeunes qui vont progresser, hein, mais voilà, au niveau des favoris, c'est pour l'instant l'équipe qui se renforce le plus. Oui, et puis qui part un peu comme l'an dernier en pré-saison, c'était dit, bon, ben, Phoenix, finalement, c'est l'équipe qui sait le mieux qui elle est, qui sortait des finales face à Milwaukee. Cette équipe sait qui elle est, elle connaît ses forces et ses faiblesses, et derrière, elle fait une saison régulière magnifique. Oui. Ça, bon, l'échec en playoff ne change rien à ça. Boston, j'ai l'impression que c'est un petit peu cette même configuration-là. C'est une équipe qui sait maintenant qui elle est, qui a vécu des choses dures ensemble, qui a su rebondir, repartir de l'avant, qui s'est renforcée, non, j'allais dire à la marge, mais non, de manière significative. Donc, je pense que c'est peut-être l'équipe qui a le plus de certitude sur ses capacités en début de saison. Alors que les autres risquent de peut-être devoir se chercher. Miami, on ne sait pas encore quel sera l'effectif complet. Il faudra combler le départ de PJ Tucker. Les Bucks, sur le papier, très fort, mais à voir si effectivement les choses qui nous semblaient être un peu leurs limites auront pu être gommées en attendant, etc. Boston me semble, sur le papier, l'équipe la plus sûre à l'Est. Pour la saison régulière, en tout cas, les playoffs, c'est notre Oui, autre chose. pour la régulière, clairement. Ouais, complètement d'accord.
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, on a parlé un petit peu des trades. Donc, la question, de toute façon, pour la suite, c'est toujours quand même le dossier Kevin Durant qui plane un petit peu au-dessus. Enfin, Kevin Durant / Kyrie Irving qui je pense, occupe pas mal de GM et qui stoppe un petit peu d'autres trades qui pourraient avoir lieu et qui auront lieu une fois que ce dossier sera réglé. Alors, c'était marrant. Il y avait la rumeur. Enfin, c'est pas une rumeur, c'est simplement le fait que les Warriors ont eux aussi montré de l'intérêt dans le fait de faire venir Kevin Durant. C'est aussi une équipe qui a un package qui pourrait être vraiment intéressant pour les Nets. C'est assez drôle parce qu'effectivement, on voit mal Kevin Durant repartir aux Warriors. En même temps, c'est pas vraiment à lui de choisir où est-ce qu'il va aller et ce qu'il va faire. Mais est-ce que vous avez entendu des choses qui vous ont interpellé, qui vous ont intéressé dans ce qui a pu se dire autour de KD durant le week-end? Sur le coup des Warriors, déjà, il y a la problématique qu'on a déjà évoquée. Antoine avait fait un article au sujet des joueurs qui ne pouvaient pas être inclus dans une transaction pour KD tant que Ben Simmons était dans l'effectif des Nets, en fait. Et Andrew Wiggins qui serait dans un package idéal qu'on pourrait imaginer concocté par les Warriors avec les Kuminga, Jordan Poole et Wiseman, on avait dit, c'est ça, hein. Ouais. Ouais. Ils peuvent pas. Wiggins ne peut pas être inclus tant que Ben Simmons. Donc ça, il y a aussi des rumeurs autour de Ben Simmons. Est-ce qu'il va vraiment jouer un jour avec les Nets? Est-ce qu'ils vont pas se servir de lui pour Il y a moyen. cette transaction? Il y a moyen. Hein. Il y a moyen que ça bouge, clairement. Comme on l'a dit la dernière fois, il n'y a plus rien qui peut nous étonner maintenant. Enfin, si on nous dit que demain, Ben Simmons, s'il est envoyé je sais pas, à Utah ou Sacramento, ça nous surprendrait pas. Donc, mais pour Kevin Durant en lui-même, moi, pour l'instant, je suis plus. Le prix demandé va être tellement élevé et les équipes me semblent tellement frileuses à l'heure actuelle. En plus, avec la contrepartie énorme lâchée par Minnesota pour faire venir Rudy Gobert, qui est un joueur, un joueur très important de la ligue, mais c'est pas Kevin Durant. J'ai l'impression, là, comme ça, si vous me demandez où va jouer Kevin Durant à la reprise, je pense que je vous dis les Brooklyn Nets. C'est bien possible. Mais c'est presque même l'intérêt des Nets, en fait. Ouais, ils ont le temps. Hein. Moi, si j'étais les Nets, vraiment là, je me mettrais zéro pression sur l'urgence. Parce que même sur Kyrie Irving, d'ailleurs, vraiment, même Kyrie, je ferais pas cet échange Kyrie contre Westbrook là. Je comprends pas l'intérêt pour Brooklyn. Je sais même pas si c'est vraiment une vraie rumeur, mais celui-là, je vois vraiment pas Sean Marks le faire. Moi, je suis les Nets aujourd'hui. Je me dis, mais attends, mon équipe, c'est Kyrie Irving, Kevin Durant, Ben Simmons, Joe Harris, Seth Curry, Nicolas Claxton, Patty Mills, éventuellement des mecs que je re-signe. J'ai fait venir Royce O'Neal, un défenseur, c'est ce qu'ils avaient besoin, notamment un défenseur extérieur qui peut mettre des 3 points. Je me dis, mais ça, moi, mon équipe, ok, elle est peut-être pas au niveau de certitude de Boston ou de Milwaukee, mais c'est une équipe qui va être compétitive à l'Est. Et vu que j'ai Kevin Durant, peut-être qu'en fait, tu sais jamais jusqu'où je peux aller. Moi, je suis les Nets, je garde ça, je tente. Déjà, si tu gagnes 10 de tes 15 premiers matchs, est-ce que Kevin Durant, il va autant mettre la pression pour partir? Est-ce que ces gars-là, ça ne peut pas d'eux-mêmes se dire, bon, bah, pour l'instant, on joue et on voit ce que ça donne? Et surtout, j'ai l'impression, et ça va rejoindre ce que tu disais, Shai, j'ai l'impression qu'il y a des équipes qui oublient que c'est Kevin Durant, en fait. Quand je vois des fanbases se dire, ah, je sais pas si j'ai envie d'échanger un tel ou un tel contre. Mais les gars, mais c'est Kevin Durant. Tu n'auras jamais un joueur aussi fort dans ton équipe. Ton jeune sur lequel tu es en train de baver, qui a 23 ans, il ne sera jamais aussi fort que Kevin Durant. Bien sûr que tu le fais, le trade. Donc si les Nets, il faut attendre que Kevin Durant il mette 35 points sur la gueule de tout le monde pour que les gens se rappellent, en fait, il est fort, lui. Peut-être que je vais lâcher mes assets. Bah, dans ce cas-là, j'attends. Non, mais sérieux, je vois des trucs des fois. Euh, je ne veux pas citer des fanbases, mais quand je vois des non, je veux pas lâcher Anunoby et machin contre. Pas de fanbase surtout. Hein. Ouais, j'ai pas de fanbase, mais ça commence par Toron et ça finit par Ronto. Non, mais sérieux, partout. Mais sérieux, il y a un moment, c'est Kevin Durant. Ah, et encore, eux, c'est différent parce que Scottie Barnes, il y a quand même un petit débat parce que c'est vraiment une très jeune star. Mais voilà, si c'est ça qu'il faut pour les Nets pour avoir la contrepartie dont ils ont besoin, bah autant attendre. Sachant que Kevin Durant, il ne pourra pas faire une Ben Simmons, il ne pourra pas refuser de jouer. Je suis totalement d'accord avec toi, Antoine, sur le fait que finalement, c'est Brooklyn qui a les cartes en main et que finalement, au-delà du problème KD, si Ben Simmons est remis physiquement, je pense que Brooklyn a tout intérêt à pouvoir l'aligner aux côtés de Kevin Durant, ne serait-ce que pour montrer quel joueur c'est aussi, Ben Simmons. Ouais. Partons même du principe qu'il ne soit que 80% du joueur qu'on a connu il y a 2 ans, le temps qu'ils se remettent.
Je pense que les autres GM ont besoin de le voir sur le terrain. Et s'il arrive à faire 80% de ce qu'il faisait il y a 2 ans, sa cote sera forcément automatiquement plus haute qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et même chose, j'ai envie de dire, pour Kyrie Irving. Si Kyrie Irving peut montrer qu'il est capable de jouer 25 matchs de suite, par exemple, eh ben, il y aura peut-être un deal plus intéressant pour Brooklyn à ce moment-là que cet été. Il y a un truc qu'on doit... Enfin, 25 matchs, c'est beaucoup, hein, j'exagère. Hein. Demander de jouer 25 matchs ça de lui est suite. pas arrivé depuis le lycée, ça. Mais il y a un truc qu'on sous-estime, je pense, un peu. Et après, c'est les retours un peu qu'on a des journalistes locaux, mais c'est toute la fatigue mentale accumulée par les gens qui travaillent dans la franchise avec ce qui s'est passé autour de KD et Kyrie, en fait. Sans parler d'Harden, mais qui n'est plus là. Mais je pense que Steve Nash est totalement au bout du rouleau et il a été confirmé pour la saison prochaine, donc il sera encore là. Il se dit que Joe Tsai, le propriétaire, après, c'est pas lui qui le dit directement, mais c'est ses propos qui sont rapportés par des journalistes a priori fiables. Et ils disent, ça y est, ça l'a saoulé tout ce qu'il y a eu, il leur a tout donné et les deux lui chient dans les pattes, en gros, en demandant d'un trade alors qu'il a fait venir Simmons, alors qu'il leur passe tout depuis 2019, en fait. Hein. Rappelez-vous, il y a eu un bouquin qui était sorti sur tous les passes-droits invraisemblables auxquels les deux avaient droit et sur le fait qu'ils avaient même l'impression de diriger la franchise et c'était un peu le cas. Quand tu vois Kyrie qui te dit moi, je prends les deux, on va gérer la franchise avec Joe, Sean, et ne vous inquiétez pas. Et ça, c'est des trucs. Je crois que Tsai, il en a marre, en fait. C'est le son de cloche, c'est qu'il en a marre et que c'est aussi pour ça que si vous relisez bien la façon dont sont formulés les tweets de Woj, Charania et tout, ils te disent que Sean Marks et Joe Tsai, ils travaillent avec KD et Kyrie pour leur trouver une porte de sortie. Genre, ouais, c'est bon, on veut bien vous aider à vous barrer, vous nous avez saoulés, en fait. Ouais. J'ai un peu évidemment, après, c'est peut-être c'est pour pas que ça parte en drama et tout ça. Mais j'ai l'impression que dans une situation normale où il n'y aurait pas eu tout ce passif-là des derniers mois, on se serait dit, non, mais ça va, sportivement, ça va rentrer dans l'ordre. KD, Kyrie, Ben Simmons, c'est trop fort pour qu'ils n'essayent pas juste de jouer 25 matchs et effectivement de voir si ça fonctionne. Mais j'ai l'impression que le passif, il est tellement lourd que ça va pas être si simple que ça, en fait. Ouais, mais en fait, même peu importe. En fait, ils peuvent se dire que, si tu veux, Jocha, il peut très bien se dire que c'est acté qu'ils vont se barrer sans se précipiter, en fait. Oui, Pour moi, c'est pas incompatible. Parce que, en fait, ils peuvent se dire, OK, de toute façon, vous n'allez pas rester. Ce projet-là, il est fini. Ils peuvent très bien se le dire. Tout le monde est d'accord. Tout le monde accepte cette idée. Kevin Durant l'accepte. Kyrie Irving l'accepte. Tout le monde se dit, OK, on est ensemble. C'est comme quand tu te sépares et que pendant 1 an, tu vis en cohabitation avec la nana avec qui tu étais pour les gosses ou pour je ne sais quelle raison. Tout le monde est au courant, tout le monde sait, mais d'un coup, ça se passe mieux. Il y a moins de pression. Là, tu vois, c'est un peu la même idée. Genre, t'inquiète, on va te transférer, mais par contre, on ne va pas te transférer contre n'importe qui. OK, mais moi, de toute façon, je veux jouer, j'ai pas le choix, j'ai 33 piges, il faut que je leur montre. OK, tout le monde joue, c'est bien, tout le monde est là. Et par contre, l'équipe, encore une fois, je le répète, sur le papier, cette équipe-là, elle est forte. Fort. Ah, c'est sûr. Et en Surtout fait, cette avec équipe-là, Curry à côté, il n'y a, pas que les stars en plus. mais elle peut aller au bout, en fait. C'est ça le pire. Je crois qu'en fait, le problème, tu vois, c'est qu'on est resté sur cette image de Kevin Durant qui se fait cravacher par Boston. Mais Kevin Durant, il revenait de blessure, il était cuit, ça se passait mal. Le vrai Kevin Durant, il ne se fait pas marcher dessus par Marcus Smart, je suis désolé. Jamais. Et c'est pas pour taper sur les Celtics, je suis même pas fan de Kevin Durant, je ne veux même pas passer pour un Killy Boys, pas du tout, au contraire, il m'exaspère. Mais le niveau du gars, il y a 6 mois il y a maintenant 1 an, pardon, aux Jeux Olympiques, c'est un monstre, c'est le meilleur joueur du monde. En début de saison, c'est le meilleur joueur du monde, encore plus chaud que Giannis. C'est un monstre. Et je pense que, et ce qui est fou, c'est qu'on entend parler beaucoup de son âge, etc. Et à raison, et effectivement, et notamment parce qu'il a ce passif de blessure. Stephen Curry a le même âge, il est même plus vieux. Si demain Stephen Curry demande son trade, personne ne va se dire « Ouh là là, c'est trop pour un joueur de 34 ans ». Si LeBron James demande son trade 37 ans, je te garantis que parce qu'il n'y a pas ce même truc, il y en a bien sûr qui diront c'est trop, mais il n'y aura pas le même espèce de remise en question d'un coup de il a 33 ans. Kevin Durant, il ne se repose pas sur son physique, il est grand, il s'est shooté, il a plus de skills. À 50 ans, Kevin Durant, il continuera à taffer des mecs comme Jamal Crawford, avec 100 fois plus de talent. Et Jamal Crawford a du talent. C'est une machine, le mec. Il sera fort à 35 ans, il sera fort à 36 ans, il sera fort à 37 ans, il sera fort à 38 ans. La seule question à 37-38, c'est qu'est-ce que son corps, ça va donner. Mais c'est la question qui est importante. C'est quand même une question qui est importante. Bien sûr, c'est une question importante. Bien sûr, mais les Nets, honnêtement, ils ont intérêt à ne pas se précipiter. Juste, ils tentent. Et si Kyrie, pour X ou Y raison, le mec arrive à jouer, comme tu as dit, des matchs de suite, mais non seulement leur valeur, elle va augmenter, mais en plus, les Nets, ils seront dans une position de se dire mais est-ce qu'on ne tente pas le coup? Moi, je finis là-dessus, je suis désolé. Je vous rends juste un truc.
je continue de penser qu'ils ont transféré Harden trop tôt. Alors, c'est très facile à dire avec le recul maintenant, mais en fait, moi, je pense comme Shai que Kevin Durant, il n'a pas compris qui était Ben Simmons et il n'a pas envie de jouer avec Ben Simmons. Donc, il ne sait même pas ce qu'il a récupéré. La preuve, c'est que pour lui, quand il y avait les négociations sur Kyrie, apparemment, il disait au Nets, ouais, mais dans ce cas-là, comment on va reconstruire l'effectif? Il n'avait même pas capté qu'il y avait déjà une deuxième star à côté de lui. Honnêtement, ils auraient gardé Harden, ça se trouve, ce ne serait pas autant parti en couille. Apparemment, Durant, il veut partir parce que la manière dont ils ont traité Kyrie et parce que dans la saison s'est passée. Si ça recommence à marcher, je ne te dis pas qu'il voudra rester, mais si ça gagne des matchs, ils seront peut-être dans un autre état d'esprit tous et ça peut mieux se passer. Et c'est ça, ce que j'allais dire, c'est que du coup, avec tout ce que tu as dit, j'arrive pas à comprendre qu'il demande son trade maintenant, en fait. Après, on en avait déjà parlé du timing la semaine dernière. Avec il a signé une prolongation sans porte de sortie en plus, ce qui laissait penser que c'est vraiment l'endroit où il avait envie d'être, que c'était des saisons compliquées, mais que ça allait aller mieux parce qu'autour, l'effectif est quand même bien chaud. Et là, c'est pour ça que je ne comprends pas avec les atouts sportifs qu'il y a autour, qui demandent son trade. Et c'est aussi pour ça que ce que tu viens de dire sur le fait que il n'a pas l'air de spécialement croire en Ben Simmons et que peut-être qu'il joue un peu double jeu avec Kyrie en disant t'inquiète mon pote, je suis avec toi, mais il a l'air d'avoir compris que c'était compliqué parce qu'il a quand même à la minute où Kyrie il a cliqué une option, l'autre il fait oh merde, il demande son trade, ça c'était magnifique. Moi j'ai envie d'entendre déjà Kevin Durant parce qu'on ne l'entend pas. J'aimerais qu'ils disent voilà, pourquoi je veux me casser, parce qu'il l'a bien fait avec Oklahoma City à l'époque, donc pourquoi il ne le ferait pas là. Il l'a plus ou moins fait après coup avec Golden State, même si ça restait nébuleux. Là, il y a trop d'inconnus qui font que je ne comprends pas et que je n'arrive pas à savoir s'il va être tradé, pas tradé, parce que ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Ouais, ben... ouais, non, j'allais dire à terme, il finira sans doute par être tradé, mais qui sait? Je pense, ouais. En fait, c'est ça qui est fou. Je te dis, imagine, il gagne 15 de leurs 20 premiers matchs. Est-ce que même lui, il a envie de partir? Non, mais S'il veut gagner, je suis d'accord t'imagines, avec toi. tu gagnes 15 sur 20. Pourquoi d'un coup, tu voudrais aller à Miami qui a, je sais pas, qui a 18? Le hit, il faut vraiment que ça reste en bonne santé là, pour l'an prochain. Moi, j'ai peur que ça soit bien, mais un peu moins bien, tu vois. Pourquoi tu as envie d'aller à Phoenix si ton équipe elle est première à l'Est ou dans les deux premiers à l'Est au bout de 20 matchs? Franchement, et que d'un coup, bon, bah, c'est bon, Kyrie il nous casse les couilles, mais il est là, il joue, tu vois, genre les Nets, ils se disent, bon, on peut pas le blairer, mais bon, là au moins il joue. Tu vois, mais lui-même, Kyrie, tu sais pas ce qui peut se passer, Kyrie, du jour au lendemain. En fait, ces mecs-là, ils sont tellement imprévisibles que tu peux même pas rayer le scénario où les gars d'un coup se disent, ah non, mais en fait, on est très bien ici, on a toujours été très bien ici. Je te dis pas que c'est ce qui va se passer, je pense qu'ils seront transférés. Mais tu peux pas non plus effacer, connaissant les bonhommes, tu peux pas du coup te dire, ah non, non, mais c'est mort, mort, mort. Tu peux même pas te dire ça. Kyrie Irving, d'un coup, il est capable de dire, ah non, mais ici, j'ai toujours voulu rester ici. Mais de toute façon, j'ai limite l'impression que Kyrie est même plus forcément un facteur important parce qu'en fait, s'il ne veut pas s'impliquer, tu peux vraiment le mettre de côté. Personne dans la ligue va te dire mais comment ça se fait que vous boycottez Kyrie parce que là, c'est grillé. Et même, ne serait-ce qu'avec KD, Ben Simmons et le reste de l'effectif, tu as de quoi jouer en fait. Je dis pas Mais que tu bien joues le sûr. titre, si tu n'as pas Kyrie, c'est pas possible. Mais par contre, tu as de quoi jouer, de quoi jouer, mettre en place des choses, montrer si Ben Simmons est vraiment revenu, qu'il a toujours une valeur et que c'est toujours un joueur qui peut changer ta franchise en partie du point de vue, au moins, ne serait-ce que défensive, point de vue défensif, rythme de jeu, au rebond, etc. Quitte à faire tes trades plus tard dans la saison si tu veux. Les deux Bien joueurs, sûr. quoi qu'il arrive, sont sous des contrats à long terme. Donc, Bah oui, Simmons comme. Et d'ailleurs, les premiers moves, pour faire Windhorst qui mettait en avant les moves du Jazz pour anticiper ce qu'allait faire le Jazz, les deux premiers moves des Nets, c'est garder Patty Mills, récupérer Royce O'Neal en sacrifiant un tour de draft, sachant qu'ils n'en ont pas beaucoup. Donc les mecs, leurs deux premiers moves, c'est des moves de win-no. Ouais. Un défenseur extérieur 3&D dont ils avaient besoin, qui est typiquement le genre de joueur qui t'intéresse que si tu es ambitieux, et Patty Mills, qui est typique. Et ils veulent garder cette Curry. Et tu vois, ils sont à pas dans. juste titre, hein, ils ont Ben oui, ils raison de sont le pas garder. du tout dans une optique là où les gars, ils sont dans une optique de, on a une équipe, on la fait jouer quoi. Et de toute façon, ils savent que Kevin Durant, il fera pas Ben Simmons, hein, il peut pas. Lui, pour le coup, là, ça joue. Là, lui, il peut pas aller dire ah non, j'arrête de jouer. Ah non, il va jouer. Je me méfie, on ne serait pas une surprise près non plus avec des mecs dont on ignore complètement les motivations et les objectifs. Et enfin, moi, ça me paraissait tellement improbable qu'ils veuillent partir de Brooklyn aussi rapidement que je ne Ben, serais pas surpris de. Parce qu'il est sur le marché qu'il a presque toujours voulu avec son associé. Il n'y a pas énormément d'équipes où il aurait autant de marge de manœuvre en étant un peu le boss en dehors du terrain. Ça n'a aucun sens pour moi. Donc, je ne serais pas surpris si on apprenait que ça le saoulait et
qui voulait juste pas jouer, quoi. Attends, le dernier truc qui lui reste, c'est ça, c'est de pouvoir dire, moi, je suis un hooper, je suis comme Bah n'importe oui. quel mec qui adore le basket, tout ce qui Ouais. m'intéresse, c'est le dernier truc qui lui reste C'est ce encore. qu'il Ok, bon, vend, bah c'est ce ça qu'il a l'air vend au de pas avoir quotidien. changé, quoi. Bah ouais. C'est toujours son truc de ouais, moi je joue, moi de toute façon ceux qui me voient jouer, ils savent. Bah joue alors. Il va jouer. Moi je Ouais, pense qu'il va jouer, hein. Je pense ouais. qu'il va jouer et je vais même te dire, je pense qu'il va très bien jouer. Je pense que c'est même pas un mec qui va te faire une James Harden et qui va arriver ah non mais je m'auto-sabote. Kevin Durant, il a quand même de la fierté sur son jeu quand même. Je pense que c'est le mec qui va arriver, il va casser des gueules, Putain, très il a sincèrement. tellement de fierté qu'il va s'embrouiller avec des œufs et des basketiques sur Twitter pour dire ah non. Donc on est d'accord là-dessus, hein. C'est pas pour se faire fumer par Kendrick Perkins ou JJ Redick qui Ouais. pourrait critiquer son jeu en disant ouais, c'est plus le joueur que c'était. Il va jamais prendre ce risque-là, ça c'est clair. J'attends le premier match qu'il joue contre Boston la saison prochaine. Et je t'annonce, il met pas 45. moins de 40 points. Même s'il faut shooter 60 fois, de toute Ah, façon, il s'il mettra faut des points. shooter 60 fois, il shootera 60 fois, mais il ne mettra pas moins de 40 points. C'est clair. Bon, bah, de toute façon, ce feuilleton-là, il est parti pour durer encore un petit moment. Nous, on restera bien sûr à l'écoute. Et voilà, vous pourrez retrouver, bien sûr, comme toujours, toute l'actualité sur basketsession.com, tous les trades, toutes les rumeurs, toute l'actu du basket, c'est sur BS. En ce qui concerne Rivers, ça y est, le numéro est arrivé chez le routeur. Les expéditions ont commencé. Donc, si vous êtes abonné, vous l'avez précommandé ou commandé, vous n'allez pas tarder à le recevoir. Si ce n'est pas encore le cas, dépêchez-vous. Comme vous savez, chaque numéro fait l'objet d'une édition limitée. Donc, ne perdez pas de temps. Allez sur basketsession.com pour voir le sommaire. Donc, ce numéro 10 spécial Playmaker. Commandez-le dès que possible pour l'avoir pour les vacances sur la plage ou à la montagne. Il n'y a pas mieux. Je vois que Antoine va Ouais, rajouter un élément ouais, important. excusez-moi, ben, il y a un truc qui vient de tomber. Les Nets viennent de recruter TJ Warren. Donc, c'est aussi un Ah, move win-no. win now, exactement. Encore un mec chaud qui va renforcer leur banc. Eh ben, belle prise aussi du côté des Nets, carrément. Bah, on va pouvoir aller voir Pardon. décortiquer tout ça sur Basket Ouais, Session. Bien vu, Antoine, parfaitement je dans t'ai le coupé timing. sur ça, mais Ouais. Non, ouais. non, bah, beau move du côté des Nets. Et ben nous, en tout cas, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast pour voir étudier tout ce qui sera produit d'ici là. Portez-vous bien, profitez du soleil. C'est pas tous les jours qu'il y en a dans notre beau pays, donc il faut le savourer. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.